Bonsoir, bienvenue à Atelier Librairie, le livre voyageur animé par Fabienne Roch et moi-même, Bruno Lalonde, toujours étonné d'être Bruno Lalonde. L'être Lalonde, disait l'autre. Aujourd'hui, je vous parle d'un auteur. En fait, je vous lis un passage sur l'esprit des tortionnaires. Et l'auteur en question est Miguel Benassayag, qui est un auteur né en 1953, un auteur franco-argentin, qui est né en Argentine, mais dont les travaux sont écrits en français, en fait, pour vous résumer un peu sa vie, donc il est né en Argentine, il a été proche des milieux guévaristes, les partisans de Che Guevara, et il s'est fait arrêter à 3 reprises et il a passé 4 ans en prison. Et il a été torturé en prison. Ce qui, bien des années plus tard, l'a fait entrer dans le comité Primo Levi qui vient en aide aux victimes de la torture et victimes aussi des sévices causés par des tortionnaires à cause de leurs idées politiques. Alors c'est un militant très engagé, très engagé. Et cette figure du militant qui est parfois décriée par une certaine droite qui trouve le moyen de voir les choses en surplomb. Mais avant, je voudrais non pas répondre à une remarque que m'a fait aujourd'hui Emmanuel, mais vous donner ma réponse. Il disait s'étonner un peu de la fascination que j'ai pour Jean-Paul Sartre. Et oui, fascination qui ne m'a jamais quitté depuis mon adolescence. Et il disait qu'aujourd'hui, lui, il n'avait pas vraiment envie de le relire, et qu'en fait, probablement, sa philosophie, son œuvre, avait mal vieilli. Alors j'ai été obligé d'abord d'apporter un bémol à son affirmation. Il est vrai qu'en France, c'est clair, Sartre ne jouit pas d'une grande considération et on lui fait le reproche d'avoir erré beaucoup sur le plan politique, en particulier en ayant soutenu des régimes communistes autoritaires. Je vous dirais, ça c'est la bonne raison pour laquelle on juge Sartre. Mais il m'est d'avis qu'il y a une autre raison, et je vous dirais que celle-ci c'est la vraie. C'est que Sartre a eu raison aussi sur 2 plans, qui aujourd'hui continuent de faire mal à la France. L'Algérie et certains pays maghrébins et la France et l'Afrique. Alors si du côté français Sartre est l'objet d'un discrédit important, il en va tout autrement dans les institutions américaines. Il est très populaire chez les chez les Afro-Américains, qui en font une figure importante de gens qui les ont soutenus dans leur combat, et il est également populaire chez les intellectuels arabes. Alors bref, il est encore populaire chez certains pays qui ont connu les affres de la colonisation et les affres également de la décolonisation. Et chez les anglo-saxons, il est très étudié. Alors c'est assez curieux, il a disparu de la scène française, mais cependant, peut-être qu'il n'a jamais été autant étudié qu'en ce moment. C'est ça les paradoxes, hein? Aujourd'hui, on fait remonter au milieu des années 70 la fameuse rencontre de Columbia, le fameux colloque de Columbia qui regroupait certains des philosophes français les plus importants de l'époque, ce qui est devenu plus tard la French Theory, qui a colonisé les campus américains et qui revient, mais abattardi, édulcoré, et bien souvent, c'est pas exactement ce que les auteurs
de la French Theory, et même le thème de French Theory est un fourre-tout. Il y a évidemment des points communs entre Deleuze et Foucault, mais pas tant. Et il y en a pas, il y en a peu avec Lyotard. Alors donc, Sartre, oui, et en plus, pour finir avec Sartre, il a été également une des figures qui a inspiré le mouvement Occupons Wall Street à l'automne et à l'hiver 2011. Alors, s'il a quitté la scène française, Sartre, eh bien, il n'a pas tout à fait quitté la scène intellectuelle universitaire. Les études que l'on fait sur lui, elles sont nombreuses, elles sont copieuses, et il continue de représenter la figure de l'intellectuel radical. Et si on veut ajouter un dernier point concernant Sartre, il a fait preuve d'un grand courage en soutenant la décolonisation algérienne. Et je pense que c'est surtout ça qu'une partie importante des intellectuels français ne lui pardonne pas, d'autant que vue de l'Amérique en tout cas, vue de l'Amérique francophone, les relations franco-algériennes nous paraissent plus que complexes. Cette année, ça aura fait 60 ans que l'Algérie est devenue indépendante. Et aussi, il y a des intellectuels algériens et maghrébins qui fréquentent ma librairie. Et beaucoup d'entre eux, beaucoup d'entre eux appartiennent à cette première vague d'intellectuels algériens qui ont quitté l'Algérie au début des années 90 lors des nombreuses exactions qu'ont commis les fanatiques religieux. Et vraisemblablement aussi certains membres de l'armée algérienne. Alors, tandis que les immigrants algériens qui ont suivi, disons, depuis les 15-20 dernières années, eux n'ont pas tout à fait le même sens critique à l'égard des religions. Et ils semblent, en tout cas de ce que je peux observer, ils semblent plutôt repliés sur eux-mêmes et vouloir conserver la religion. Ce qui n'était pas le cas des premiers Algériens qui fuyaient un régime oppresseur. Alors voilà pour la petite parenthèse de Sartre, mais ce n'est pas sans lien non plus avec Miguel Benassayag. Et c'est une dame qui a écouté l'une des vidéos que j'ai commises il y a déjà 3 ans sur Aldous Huxley, un roman d'Aldous Huxley. Et elle m'invitait à me tourner du côté de Benassayag, que je connaissais de nom et que je méconnais encore aujourd'hui. Ce n'est pas après avoir lu ce seul livre, qui est un livre d'entretien qu'il a accordé... attendez, je vais vous dire à qui il l'a accordé. Ben oui, voilà, je l'avais noté dans ma bibliographie. C'est avec l'exceptionnelle Anne Dufour-Mantel, décédée il y a quelques années, en voulant sauver de la noyade un jeune enfant, qui est également philosophe et psychanalyste, comme Benassayag. Alors, j'avais noté dans ma bibliographie l'importance des ouvrages qu'il fallait lire. Alors, j'ai retenu, toujours du même, Critique du bonheur, cette douce certitude du pire. On imagine tout de suite l'effet anesthésiant d'un tel titre. Hein? On s'installe tranquillement dans le « à quoi bon », dans une forme de cynisme relevé. Je vais revenir sur quelque chose aussi, parce que pour ma part, je pense depuis toujours, voilà, que les intellectuels doivent être engagés. Je comprends que certains d'entre eux font des recherches assez pointues, qui ne s'adressent pas à un large public, mais il y a une vie civile en dehors des institutions, et il y a une vie politique. On ne peut pas ne pas se mêler des affaires de la cité.
D'autant que demain, cela fera 6 mois que la Russie a agressé un pays indépendant. C'est une guerre, c'est une agression criminelle. Et je n'arrive pas à croire qu'il y a encore des gens pour penser que Vladimir Poutine est un grand stratège. Et je n'arrive pas à comprendre ça. Et hier, j'ai dit rapidement que les Américains avaient prévenu les Européens de cette agression. Et je pense avoir omis de vous dire que les Français et les Allemands ne partageaient pas l'analyse des Américains, jugeant que Vladimir Poutine était conscient de la faiblesse de son armée. Et ça laisse songeur un peu. Et je vous dis même, c'est plutôt inquiétant. Parce que c'est là aussi quand certains potentats, certains tyrannos, certains dictateurs, certains psychopathes en fonction, réalisent que leurs analyses ont été erronées, eh bien c'est là qu'on peut craindre le pire. On peut craindre la rage, on peut craindre un réflexe de prédation accrue, on peut craindre une colère qui ne connaît plus de limites. Je crains fort qu'au 7e mois qui va débuter demain, eh bien, on s'approche de ça. Et la fille de l'idéologue Dugin, fille qui cachée derrière un État sanguinaire, cachée derrière un dictateur aux commandes d'un État devenu sanguinaire, ne cessait de faire des appels au meurtre. Et les appels au meurtre ne sont jamais innocents. Et bon, qu'elle soit morte dans une explosion, dans un attentat à l'explosif, c'est bien triste, mais on ne peut pas appeler à l'éradication d'un peuple, on ne peut pas appeler au meurtre de masse sans que tout à coup, à quelque part, des forces obscures se mettent en chemin pour venir nous liquider. Et le crime, on n'arrivera peut-être pas à... Ou enfin, bon, les autorités russes ont trouvé rapidement la coupable, qui se serait réfugiée en Estonie, mais il peut y avoir tellement de coupables dans cette affaire-là. Et est-ce que les Ukrainiens avaient intérêt à aller exporter la guerre qu'on leur livre sur leur territoire? Et c'est ça aussi le danger de certaines actions intellectuelles. Vous voyez, là on est encore en présence d'intellectuels engagés. Mais des intellectuels engagés, Sartre n'a pas fait des appels au meurtre. On ne peut pas dire qu'il a fait des appels au meurtre directement. Mais il jugeait, par exemple concernant l'indépendance du Québec, il n'imaginait pas que l'indépendance du Québec se ferait sans les armes, par exemple. Évidemment, cette idée-là a vécu. On ne fera jamais l'indépendance avec les armes, bien entendu, si jamais on réussit à la faire un jour. Alors évidemment, tout ça, c'est pour ça, tout ce long préambule, Sartre, la guerre que les Russes livrent en Ukraine, pour vous amener à ce passage que j'ai... ah oui, je vous ai pas... Ah oui, Résister, c'est créer. Je vais conclure sur les titres. Résister, c'est créer. Et cette fois-ci, c'est un livre d'entretien avec l'exceptionnelle Florence Aubenas. Fonctionner ou exister, ou, un de ses plus récents, La tyrannie des algorithmes. Alors, ce qu'il nous dit... Alors, lui-même, ayant connu l'expérience d'avoir un corps que l'on torture, et c'est à mon sens, il n'y a pas de pire mort, je pense. En fait, j'en suis convaincu, que de
que de mourir par la main d'un autre être humain. Pour moi, c'est la pire des morts qui existent. Alors, Dufourmentel lui demande comment quelqu'un devient-il tortionnaire alors? Un grand industriel capable de programmer la défense de prix élevés de certains médicaments pour empêcher qu'un vaccin à 1 franc circule en Afrique, cet homme-là croit qu'il a les mains propres, alors qu'il assume la responsabilité de freiner la production de médicaments bon marché, ce que l'industrie pharmaceutique fait aujourd'hui pour certains médicaments, comme la trithérapie, dont la production doit rester coûteuse. Aujourd'hui, nous avons des molécules simplifiées qui guérissent la plupart des maladies. Or, il y a des gens qui décident de maintenir arbitrairement le barrage économique du profit. Comment en sont-ils arrivés là? Par une pente glissante, douce, dans laquelle ils comprennent qu'ils ne peuvent pas changer le monde et de toutes petites raisons accumulées provoquent un dérapage. Je ne crois pas que ces gens-là aient jamais décidé d'agir ainsi. Le mal, la canaillerie, ne sont pas le fruit d'une décision, c'est un dérapage auquel on ne résiste pas. Très jeune, en prison et sous la torture, j'écoutais tout ce qu'il disait, et beaucoup de choses restèrent gravées dans ma mémoire. Je me rendais compte que tout ce que pouvait faire le pire des salauds, c'était assumer, constater et revendiquer narcissiquement ce qu'il était déjà. Oui, je viole, je tue, je torture. Il faut quand même pouvoir voir un homme accroché par les pouces, pendu du plafond, nu, et lui mettre un fer à souder sur la poitrine, sur le sexe, le brûler vivant avec un fer à souder. À un moment donné, ils disent « Oui, je suis un salaud ». Mais ce n'est pas vrai. Au moment où ils le disent, ils sont déjà dans la pratique, dans un glissement commencé il y a longtemps, un dérapage infinitésimal qui commande le moment où il dit « Je suis un salaud », mais c'est un constat après coup. Il n'existe personne qui vous dise « Oui, j'aimerais voir torturer des corps ». Non, ça n'existe pas. J'ai entendu des tortionnaires dire cela, mais c'est une reconstruction après coup. À un moment ou un autre, les tortionnaires, ou ceux qui ont fait des choses horribles, se construisent un mythe des origines ad hoc, pour justifier ce qu'il était, ce qu'ils ont réussi à devenir, peu à peu, et sans aucune résistance. Ils vont situer à un moment donné de leur histoire l'événement qui les a fait déraper, après lequel plus rien n'était pareil. C'est toujours la même histoire. Comme chez les pervers, il y a toujours une histoire fondatrice qui ne tient pas le coup. À leurs yeux, l'histoire commence quand, à la faveur d'un concours de circonstances, il s'est produit un dérapage. Et après, voilà, ils n'ont plus été maîtres d'eux-mêmes. Quand on voit de plus près la vie de ces hommes-là, on trouve toujours un certain laisser-aller à une jouissance sadique. L'idée du bon père de famille qui respecte les animaux
et qui un jour se retrouve en train de torturer quelqu'un n'existe pas. C'est un mythe. Cet homme dont nous parlons est dans la position de quelqu'un qui ne ment pas, mais qui ne dit pas vrai. Il doit se raconter qu'un jour, il était là, qu'il y avait par exemple de l'alcool, et que la fille était belle, et puis elle a dit quelque chose qu'il n'allait pas. Elle l'a humilié et il l'a violé. Et ce jour-là, il s'est rendu compte qu'il avait basculé de l'autre côté. Ces sortes d'histoires sont toujours des reconstructions après coup. Même si l'homme ne ment pas, dans le sens où il crée lui-même son histoire, ou fait du moins tout son possible pour la créer. À vrai dire, quand on entend les prisonniers politiques en prison, on voit comment cela opère. En Argentine, le panoptique était inversé. Il y avait là ouvriers, étudiants, artistes et écrivains, les intellectuels, etc., l'élite, en quelque sorte, et nous avions 24 heures sur 24 pour analyser nos bourreaux, pour observer attentivement cette bande de brutes. Il y allait de notre survie. Ce qui signifiait concrètement savoir comment ils pensaient, comment ils agissaient, ce qui avait une utilité concrète, mais ce fut aussi un travail anthropologique intéressant. Eux l'ignoraient, de même que de nous, ils ignoraient presque tout. Ils pouvaient nous arracher des informations, mais il y avait certaines dimensions qui leur étaient totalement étrangères et qu'à l'inverse, nous mettions à l'étude. Vous savez, c'est un peu comme les écoutes téléphoniques et ce type de choses. Les politiciens croient apprendre beaucoup, mais ce savoir est limité par leur propre formatage de l'information. Ils finissent par s'auto-intoxiquer. Big Brother est aveugle et les caméras de surveillance n'y changeront jamais rien. Systématiquement, les tortionnaires ont besoin de se raconter une histoire qui explique ou qui excuse le fait qu'ils aient violé, tué, torturé, et même qu'ils y trouvent du plaisir. Ça doit quand même leur poser un problème pour qu'ils cherchent ainsi à se justifier, par exemple, du viol d'une jeune fille à qui, normalement, ils n'auraient même pas dit bonjour. Ils disent toujours qu'il y a eu des moments et des situations initiatiques, mais on voit bien que ce sont des gens qui sont allés vers cette jouissance de la réduction de la vie. Je crois, comme les anciens, qu'il n'y a pas de méchant impuni, mais que le châtiment du méchant ne passe pas par la caricature du méchant puni. Elle est inhérente à la méchanceté, qui signifie accepter une diminution de la vie et par la suite diminuer la vie. En résumé, dans le fait même d'être méchant, il y a la punition. La punition qui est inévitablement la privation des dimensions plus riches de la vie. Dans mon livre « Le mythe de l'individu », je défends cette hypothèse philosophique selon laquelle il n'y a pas de méchant impuni. Alors évidemment, vous avez compris l'idée. En posant certains actes, on s'auto-limite, on s'ampute, on se réduit, on se rapetisse,
en, en posant certains actes ignominieux, en les faisant, de rechef, on reçoit notre punition. Comme il nous l'explique, on peut trouver toutes sortes de subterfuges pour endormir sa conscience. Et c'est pour ça que c'est affolant, le cas de Poutine. Parce que sans doute, on les connaît, hein, toutes les raisons qui l'ont poussé à agresser ce pays. Le Donbass, l'OTAN, les Américains, les woke, le mariage gay. Bon, la liste s'étend à l'infini. Les nazis ukrainiens. Le rôle des nazis ukrainiens. Mais 6 mois plus tard, Poutine est-il conscient que son univers à lui ne cesse de se rétrécir? Que les méfaits causés par son agression amputent et annulent et inhibent la vie de ses concitoyens. Alors on la sent, cette punition, en ayant posé des gestes très graves et ayant toutes les difficultés aussi à en sortir, parce que les règles de la communauté internationale, il les a bafouées. Le lien de confiance qui peut s'établir, même si c'est un lien commercial, est détruit. Il n'y a plus de porte de sortie. Et il y a quelques mois, les poutinolâtres, qui sont quand même très nombreux, et je comprends maintenant aujourd'hui que pendant la Deuxième Guerre mondiale, c'était facile pour un bon nombre de gens de collaborer avec le régime nazi. Aujourd'hui, je comprends ça. Je comprends les mécanismes. Je comprends les mécanismes aussi des individus qui adhèrent à cela. Ce sont souvent des individus, de ce que j'ai pu observer, qui jugent ne pas avoir la place qu'ils méritent dans la société. Poutine se présentant comme un genre de Superman à l'assaut, prêt à venger les vaincus. Des gens qui ne réussissent peut-être pas non plus à avoir une vie affective cohérente. Il y a tellement de manières de réduire sa propre vie et de faire une projection grandiose sur des personnages aussi malfaisants que Poutine. Et c'est même effarant, même physiquement, ça, si vous regardez l'intervention, le vide du regard lors du déclenchement de cette agression, le vide de son regard à lui, la bouche mauvaise, la petite tête teigneuse, la mauvaiseté qui sourdait de toutes les pores de sa peau. Comme presque une prise de possession. Et certains commentateurs ont expliqué, après coup, que cette violence venait des quartiers pauvres et violents dans lesquels il avait grandi. Le fameux truc de la violence, de l'enfance malheureuse, violentée. Les règles de la rue, appliquées au monde, à la planète. Alors, nous entrons là, demain dans le 7e mois. Moi, personnellement, je continue. Je continue de lire. Sur ma page Facebook, je me contente, et c'est énorme en fait, de relayer le travail de synthèse admirable que fait André Markovitz. Mais je me sais encerclé presque, je dirais,
de gens qui rongent leurs freins parce que leur héros ne remplit pas son mandat. Et de juger aujourd'hui que c'est un grand stratège, pour moi, ça dépasse l'entendement. Ce déni, cet aveuglement volontaire en dit davantage sur les gens, à la limite, que sur Poutine eux-mêmes. Qu'est-ce que ça signifie tout ça? Sans doute un philosophe et un psychanalyste comme Miguel Benassayag serait capable de réfléchir à qu'est-ce que ça veut dire quand on n'a aucune raison financière, hein, on va dire, de soutenir les exactions d'un monstre et exactions dont nous finirons par payer le prix, dont nous payons déjà le prix. Alors, qu'est-ce qui se passe au niveau psychique? Un être humain à peu près équilibré soit capable de comprendre et de justifier l'appel au meurtre de masse. Comme ça, tranquille, dans son salon. D'approuver ça, benoîtement, sereinement. Pour moi, ça dépasse l'entendement. C'est pour ça qu'il n'y a pas grand-chose à réfléchir dans cette histoire. Il n'y a pas grand-chose à réfléchir. Même un type comme l'abbé Pierre, quand il y a eu la guerre en ex-Yougoslavie et que les Serbes attaquaient les Bosniaques et les Croates, eh bien, il disait il faut maîtriser la brute. Pourtant, c'est un bon chrétien, l'abbé Pierre. Je vous dis à demain. Alors, j'ose pas vous dire que je vais être avec vous tout le long de ce conflit. Mais la tentation est grande. La tentation est grande, mais je n'ose m'aventurer sur ce terrain. La vie étant... déjà, j'ai manqué une vidéo. J'ai une vidéo à rattraper pour dire que j'étais avec vous depuis le 10 février 2022. Nous sommes peu nombreux, mais c'est parfait comme ça aussi. Je pense que c'est ça qui est bien, au fond. C'est cette parole qui jaillit, qui circule, qui... Peut-être un petit filet. Mais on est bien comme ça. On est bien comme ça. Et vu que je pense que la situation va se dégrader, et que peut-être aussi la figure d'un intellectuel engagé concrètement dans le quotidien, eh bien, je pense que ça va devenir une nécessité. Et je n'ai rien dit, vous l'avez bien entendu, hein, sur la crise écologique qui nous happe littéralement. Et qui en fait, c'est carrément épouvantable. Décidément, hein, depuis le 25 mars 2020, depuis le début de tous les confinements, eh bien, nous en vivons des choses qui sont extrêmement impressionnantes. À demain.